pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 63. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, jeux vidéo. Et en fait, aujourd'hui, on va parler un peu de tout. On va parler un peu de ciné, un peu de jeux vidéo, et même beaucoup de ça, puisque on va à la fois revenir sur le 3 et on va aussi parler de Jurassic World. Je m'étais gardé un peu le sujet en réserve, parce que je me suis dit, merde, je suis seul de l'équipe à m'être traîné pour le voir. Et puis surtout, il est sorti que très tardivement aux États-Unis, suffisamment tardivement pour que tu ailles le voir, Benjamin. Il est sorti il y a 3 jours aux USA, donc je pouvais pas trop le voir avant. Donc, Hello, Benjamin. Oui, salut Daniel, salut les auditeurs. Oui, je suis allé voir Jurassic World 2 quasiment le jour de sa sortie, vu que il est sorti 2 semaines après aux USA, je crois, un truc comme ça. Et la bonne nouvelle, je sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais c'est qu'il cartonne dans le monde. Il a fait 700 millions dans le monde. Et juste, il a fait un opening à 150, je sais plus combien de millions. 150 millions de dollars. 150 millions de... Ouais, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, alors je sais pas si on peut appeler ça une bonne nouvelle, parce que c'est pas un bon film, mais après je l'ai trouvé mieux que le 1, mais on partait de loin. Mais le 1, il a fait 1 milliard, 1 milliard 600. Le 1, c'est un record du box-office, un truc de fou, quoi. C'est assez incroyable, donc on va reparler un peu de ça. On va parler un peu de ses résultats et on va parler de Jeff Goldblum, forcément, puisque c'est quelque chose qui nous hante. Et je pense qu'on ne parle pas assez de Jeff Goldblum, et je pense aussi que Jurassic World ne parle pas assez de Jeff Goldblum. Mais d'abord, est-ce que tu veux me raconter un peu What's Up ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers temps ? Alors, ces derniers temps, j'ai joué à pas mal de jeux vidéo ces derniers temps, puisque je me suis remis à Fury sur Switch, parce que j'avais un peu arrêté d'y jouer sur Steam à une époque pour jouer à d'autres trucs. Là, je l'ai repris sur Switch et je l'ai terminé sur Switch. Et j'ai aussi terminé Céleste, et j'ai aussi récupéré toutes les fraises normales de Céleste. Et alors, ce qui est intéressant avec Fury comme avec Céleste, c'est qu'en fait, une fois que tu as terminé le jeu, t'as pas terminé le jeu, parce que dans les deux cas, le post-game est vachement important. Dans Fury, une fois que tu termines le jeu en niveau difficulté normale, tu débloques le niveau difficulté Furrier, qui selon les dires des développeurs est vraiment le niveau de difficulté dans lequel tu es censé y jouer. Alors moi j'y suis allé confiant, je me suis dit c'est bon, j'ai terminé le jeu, allez je relance une partie au niveau de difficulté supérieur, ça devrait passer. Et je me suis fait apprendre l'humilité par le premier boss qui m'a défoncé, donc pour l'instant j'en suis là, je l'ai pas encore battu. Ça débloque aussi un mode qui s'appelle One More Fight, alors je me demande si ça fait pas partie du DLC... je crois qu'il y a eu un DLC gratuit qui est sorti et je me demande si ce truc-là n'est pas apporté par ce DLC. En tout cas, dans la version Switch, il y est de base. Et le One More Fight, c'est un autre boss qui, pour le coup, est lui aussi assez tendax. Donc voilà, donc pour l'instant, j'en suis là. Et puis sur Céleste, il me reste les phases B à faire et j'ai cru entendre que en plus des phases B, après, il y avait des phases C une fois qu'on les avait toutes faites. Alors j'ai fait 3 phases B, donc je continue. Alors, je vais juste rappeler aux gens qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Céleste est un jeu qui a été multi-recommandé et par moi et par toi. C'est un des jeux de l'année pour moi. C'est un petit jeu de plateforme en plutôt pixel art, on va dire. Voilà, par le même dev que Towerfall. Donc on retrouve les graphismes et on retrouve même le gameplay de Towerfall avec ce fameux dash qu'il y avait dans Towerfall. Et donc c'est un petit jeu de plateforme, mais en fait qui pense toutes les plateformes et tous les stages, les niveaux, comme des casse-têtes. Et, donc, chaque tableau en fait. Ouais, et il est très progressif, c'est-à-dire chaque élément est introduit de manière dans la synergie du jeu, et au fur et à mesure cet élément, plateforme qui bouge ou sol empoisonné ou quelque chose, va devenir un modèle récurrent et ensuite compléter un peu le gameplay, et ça devient au bout d'un moment quelque chose de très 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 compliqué, très baroque, j'ai envie de dire. Très technique, ouais. C'est vraiment un jeu où tu sens la progression et c'est extrêmement bien conçu avec vraiment beaucoup de talent. Et il y a un point commun avec un jeu que je suis en train de finir en ce moment, qui est Dark Souls. Je me refinis Dark Souls Remastered. C'est le genre de jeu qui te fait te sentir mieux quand tu le termines. C'est-à-dire, tu te sens objectivement plus fort. Tu as senti que tu as vaincu quelque chose. Et chaque stage de Céleste, tu as toujours cette joie, tu as envie de la partager aux gens, tu as envie de raconter ce que tu as vécu. Et en fait, ça reste qu'un jeu vidéo. Mais tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose. Et le sentiment d'accomplissement dans ces jeux, en particulier Fury, Céleste et Dark Souls,
il est très très important. Alors, je suis partiellement d'accord en fait, parce que oui, sur Fury, je ressens ça, mais sur Dark Souls, tu sais que j'ai une opinion un peu contraire à la tienne, et pourtant, je lui ai redonné sa chance, je l'ai repris en remaster, parce qu'après y avoir joué chez toi, je me suis dit, allez, je vais redonner sa chance au jeu. Et en fait, dans Dark Souls, quand je bats un boss, mon sentiment, c'est putain, plus jamais ça. Et c'est le problème, c'est ce qui m'a C'est fait que t'es pas un vrai re-abandonner gamer Dark en Souls. fait, je crois que c'est ça. Ah, ça doit être ça. Mais du coup, j'ai re-abandonné Dark Souls. Je me rends compte que je n'ai vraiment aucune envie de jouer à ce truc. Je ne m'y amuse pas, il n'y a rien à faire. Je prends vraiment pas de plaisir. Même quand je bats un boss, moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fini une corvée et de me dire que putain, il me reste, j'ai fait 1/8 du jeu, bah, ça me semble un cauchemar. Alors que tu vois, Fury, oui, j'ai ce sentiment d'accomplissement. Quand j'ai battu un boss, je me suis dit, ça y est, putain, j'ai maîtrisé le truc, j'ai compris les patterns, j'ai appréhendé le bidule. Et je comprends que toi, c'est ce que tu ressens dans Dark Souls, mais moi, pas du tout. Et c'est vraiment, je fais un blocage complet sur Dark Souls, je ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment un jeu que je voudrais aimer, mais non, je le re-abandonne pour la deuxième fois. Je pense que je le rachèterai pas une troisième fois, hein, c'est bon. C'est fait, j'ai payé ma dette. Voilà. Je pense qu'il y a un moment où le défi est trop important pour l'être humain et donc il faut laisser passer. T'as terminé C'est- Fury? Oui, bien sûr, j'ai fini Fury. Mais en mode furrieur ou Non, j'ai terminé le jeu normal et j'ai adoré. D'accord. Et puis alors, c'est l'occasion puisque c'était le 3 et je sais que... Alors, attends, d'abord, je vais faire un tout petit peu d'actu de mon côté. J'ai enregistré pas un, mais 2 pilotes cette semaine. Des pilotes pour des émissions du RPU, donc l'émission consacrée aux jeux vidéo. J'ai pas encore annoncé ce que c'est. Évidemment, ça va être les vacances, enfin plutôt les vacances. Les gens vont tous partir en vacances. C'est peut-être pas le moment de lancer un truc de jeux vidéo pendant les vacances. Et en même temps, je pense qu'on Ou va alors, en c'est enregistrer. pour que les gens écoutent sur les routes des vacances, peut-être. Ouais. Et alors du coup, ça sera une émission vidéo, mais aussi en podcast. Ah oui, vidéo, peut-être pas alors. Ouais. Oui, c'est vidéo. Et du coup, on a un concept vraiment chouette. Et vraiment, j'ai hâte de montrer ça aux gens. Là, on est en train de calibrer. C'est pas moi la technique, évidemment, parce que déjà niveau son, je suis quand même très très ric-rac. Mais alors, je peux te dire qu'en vidéo, je touche pas une cacahuète. Et donc, voilà, on est en pleine production. Et aussi, j'ai enregistré le pilote du podcast sur James Bond. Alors, je tiens à dire que sans doute le Patreon, c'est ce qui va arriver, est en train de baisser. C'est le moment où justement on va passer sous le cap du podcast James Bond et je me suis dit, allez, on fait Du quand coup, même... faut l'annuler, du coup. Du coup, non, je me suis dit, on va faire ce pilote maintenant, comme ça on est au-dessus et les gens ils verront et ils écouteront et peut-être que ça leur donnera envie et donc ça motivera les gens. Je sais que vous aussi, vous êtes en train de travailler sur un pilote de votre côté. Tout à fait. Et je suis très encouragé. Enfin, vraiment, vous avez... On travaille dur, hein. Ça a l'air C'est très très chouette. Ah, mais c'est le podcast qu'on a le plus préparé de notre vie, hein, celui-là. Sans déconner. Oui, parce que moi je suis pas dedans, c'est pour ça. Non, mais parce que toi, tu lis les bouquins sur Luc Besson pour Parle à mon Luc, par exemple. Mais, c'est vrai. nous, là, on est en train de s'envoyer des bouquins. On fait on se documente à fond. Enfin, bref, Ouais. on n'a jamais autant bossé, nous. Donc, ça fait bizarre. Du coup, j'aimerais quand même remercier tous les gens qui donnent au Patreon. Et c'est vrai que je fais pas très souvent parce que on veut pas non plus que ça marteler un message et genre merci de votre aide et tout et ça permet d'acheter du matos puisque là, je vous dis passer à l'émission vidéo, c'est un autre game. Hein. Tout de suite on parle caméra et ce genre de choses. Donc merci à tous ceux qui donnent. En particulier, alors je voudrais en name dropper plusieurs. C'est des gens qui donnent plus que de raisons sur le Patreon. C'est ceux que je devrais normalement remercier parce qu'ils ont dépassé un stade au-dessus des $40. Et je voudrais remercier particulièrement Guillaume Jett, qui est un ami, un friend of the show, qui donne vraiment beaucoup, et un autre qui s'appelle Kassar, et donne vraiment beaucoup. Et puis voilà, enfin, je voudrais vous remercier tous ceux qui donnent plus que de raisons, et c'est merci de nous faire de faire fonctionner ce truc, de faire fonctionner les serveurs. Je remercie aussi Eric Vartel et puis je crois que c'est à peu près tous ceux qui me viennent. Faudrait que je fasse une liste, faudrait que je prépare mieux en fait cette émission. Faudrait préparer les remerciements quand même. C'est vrai. Non mais là déjà C'est un métier, en fait, regarde ZQSD, ça fait 30 épisodes qu'ils le font, maintenant ils savent. Ah ouais, bon en même temps ils ont la binouse à côté, c'est pour ça ils sont stimulés. Mais en plus, c'est toute une équipe qui est mobilisée, tu vois, pour un même objectif, quoi. Donc, merci à tous ceux qui donnent. Ça m'a permis d'enregistrer ces pilotes et j'espère vous proposer des chouettes podcasts pour quand vous arrivez.
Pour quand vous rentrerez de vacances ou Quand même vous reviendrez, voilà. peut-être même avant, on ne sait pas encore. Et pour ma part, donc moi j'ai joué à Dark Souls j'ai à peu près twitché presque en intégralité donc sur twitch.tv/CamilleRobotics. Peut-être il faudrait que je le Twitch pour prendre plus de plaisir, je sais pas. Ah franchement, quand tu sens les gens avec toi, t'as l'impression que c'est des Genki-dama, t'as l'impression que c'est Son Goku et qu'il lève les bras pour que quand tu butes un boss devant tout le monde, c'est vraiment, il y a un truc de défi vraiment, vraiment, ça te donne des palpitations, quoi. C'est vraiment très, très satisfaisant. Et du coup, on voulait aussi parler jeux vidéo puisque c'est l'E3. Et papa, il a fait juste un petit bonus de Super Ciné Battle. Il a raconté un peu son E3. C'est un bonus que je vais mettre gratuitement à disposition puisqu'on en parle maintenant et ça serait dégueulasse de ne pas le laisser gratuitement. Normalement, les bonus, on les laisse pour un certain niveau de Patreon. Mais celui-là, je vais le laisser en bonus. Comme ça, vous aurez tous l'avis de papa. Il sera ravi de savoir que son avis est à l'œil. On le mettra en lien sur le post sur le site. Exactement. Et donc, voilà, tu voulais parler un peu de l'E3, toi aussi. Moi, je sais que demain, j'enregistre Gaijin Dash, et je sais qu'on va en reparler, mais je te laisse l'honneur pour commencer. Bah écoute, moi j'ai fait un top 3 et un bottom 3 de ce que j'ai apprécié pendant cette E3, donc on va peut-être pouvoir en discuter un peu. Parmi mes bonnes surprises, déjà il y a eu le trailer de Cyberpunk 2077. Même s'il n'y avait pas de gameplay, mais c'est quand même. Il n'y avait pas de gameplay montré, mais par contre, le gameplay était. En behind closed door, je crois. Behind closed door, ouais. Voilà, comme je n'étais pas à l'E3 cette année, je n'ai pas eu la chance d'y avoir droit. Puis même que si j'avais été à l'E3 cette année, c'est pas dit que j'aurais eu accès au behind closed doors. Donc, quoi qu'il en soit, ça fait bien envie, tout ce qu'on a vu, ça fait bien envie. Et puis, on sait que c'est des projects, généralement, c'est pas des manchots, donc ils savent à peu près développer un jeu. Donc je l'attends avec une impatience non dissimulée. Je ne sais pas si toi c'est la même chose. Qu'est-ce que tu penses de Cyberpunk ? Est-ce que c'est un setup qui te branche déjà ? Écoute, j'ai pas fini Witcher 3. Witcher 3, il y avait un système de combat qui me déplaisait beaucoup et je sais pas, il y avait un truc qui me déplaisait dans tout l'univers de Witcher 3. Je crois qu'il y a un truc. C'était pas juste la maniabilité, alors c'était aussi l'univers ? Ouais, il y avait un truc qui m'enchantait pas en fait. La manière de faire les dialogues aussi cette espèce de, t'as l'impression que les gens ne se regardent pas vraiment en fait. T'as l'impression qu'ils se regardent en biais et que c'est un peu une théâtre de manette. Mais je lui ai quand même donné sa chance. Je suis arrivé presque à la fin quand même. D'accord. Et puis je m'en suis lassé un peu à la fin et je me dis à chaque fois, est-ce que je l'efface de mon disque dur de PS4 ou pas? Et peut-être que je vais lui donner sa chance, mais les gens m'ont dit il reste encore 10 heures derrière et j'ai fait putain, je sais pas si j'aurai la patience. Ouais, ça fait peur. Mais du coup, Cyberpunk, écoute, pourquoi pas. On a joué à un jeu Cyberpunk, toi et moi, il y a pas si longtemps. La vidéo est disponible sur youtube.com/CamilleRobotics, puisque on a joué il y a pas si longtemps à Detroit, qui est une autre version de monde Cyberpunk. Celle-là m'intéresse beaucoup plus. Sans spoiler la vidéo, celle-là m'a l'air quand même beaucoup plus intéressante et surtout elle a l'air assez cohérente en fait. Voilà, donc ouais, pourquoi pas. D'accord, donc Cyberpunk, ça peut être ta cam éventuellement. Ah ouais, complètement. Et puis en plus, j'essaierai d'y jouer en version originale. Je me remettrai à jour sur mon polonais. Donc voilà. Bon alors du coup, je vais alterner après mon best, je vais faire un worst. Les présentations des jeux mobiles Command & Conquer et The Elder Scrolls, c'était quand même une belle catastrophe. Particulièrement la Command & Conquer chez EA qui était interminable. Puis surtout, c'était lent, c'était mou, ça avait l'air chiant. Ils ont annoncé que c'était Command & Conquer à la fin. Tu disais, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et à la fin, on dit, c'est Command & Conquer. Ouais, en fait, moi, j'avais un peu deviné que c'était Command & Conquer, mais je voulais pas le croire. Je me disais, c'est pas vrai, j'espère que c'est pas ça. Et bon, c'était... Oh là là, quelle catastrophe. Mais toujours est-il que, en tout cas, les deux, et The Elder Scrolls, l'espèce de jeu là, mais qui a envie de jouer à ça ? Alors, apparemment, il y a des gens qui ont trouvé ça cool. J'ai lu un article tout à l'heure en préparant un peu l'émission. Un mec fait ouais, non, ça a l'air sympa, ça peut être marrant. Enfin, franchement, moi, si je joue à Elder Scrolls, c'est pas pour les bastons, quoi. Donc, ce truc de baston là, ça a l'air vraiment pas très intéressant. Enfin, moi, c'est pas des jeux mobiles comme ça qui m'intéressent. Moi, les jeux mobiles, je veux vraiment des jeux qui ont une idée de gameplay qui est adaptée au mobile, si tu veux pas juste faire des swipes pour donner des coups d'épée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais par exemple, quand j'ai conseillé Bring You Home il y a quelques émissions,
c'est parce que le concept vraiment se prêtait très très bien au mobile et que pour des petites sessions courtes, ça marchait bien et les petits graphismes fonctionnaient super. Je sais pas, moi, le The Elder Scrolls, la mobile, il me branche pas du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai pas joué à un jeu mobile depuis 2 ans, je crois. J'ai pas essayé, j'ai pas persévéré. J'ai rien trouvé qui m'intéressait. À part, j'ai essayé Animal Crossing qui était vraiment chelou. Mais j'ai pas joué de manière régulière. Ah si, peut-être Fire Emblem pendant. Mais ces jeux me passent vite parce que j'ai pas l'impression qu'il y a de cap. Il n'y a pas de fin. Et donc, du coup, comme il y a vraiment zéro finalité, bah, du coup, t'as l'impression d'être dans un hamster dans une cage, quoi. Ouais. Donc, non, moi, les jeux mobiles, j'attends l'avènement d'un vrai jeu mobile qui va tout révolutionner, mais il n'est pas encore arrivé. Alors que tu vois, moi j'ai une partie de Dragon Quest 6 en cours depuis plus d'1 an. Parce que j'arrive toujours pas à battre ce putain de boss de fin et que ça Ouais, m'énerve. c'est un peu l'unrunning gag, quoi. Ah ouais, non, mais je sais pas si je vais le battre un jour, hein. Mais ce serait bien Mm. parce que j'ai 7, 8, 9 qui m'attendent quand même. Mm. Donc, dans les bonnes surprises, eh bien, il y a eu ce remake de Resident Evil 2. Qui va me motiver à peut-être un jour finir le 1, puisque j'avais. C'est la petite anecdote rigolote. À l'époque, sur GameCube, je m'étais dit Resident Evil, c'est quand même une saga importante. Moi, à l'époque, j'avais pas eu de PlayStation parce que j'étais passé sur PC pendant la génération PlayStation, donc j'étais un peu passé à côté. Même si je crois que le premier Resident Evil était sorti sur PC, je sais pas si les autres l'étaient. Mais toujours est-il que j'avais acheté Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica 0 et 4 sur GameCube. Et qu'au final, j'ai abandonné le 1 à peu près au milieu parce que je flippais trop. Et le seul que j'ai fait au final, c'est le 4. Complétiste, quand même. Mais un peu. Mais du coup, j'ai fait mentir ma tradition puisque j'ai quand même fait le 4, vu que le 4 faisait pas peur. Mais j'ai vachement réfléchi à ce qui me faisait peur dans le 1, et au final, je crois que c'est le stress induit par les sauvegardes limitées et le fait que si tu sauvegardes à un mauvais moment, quand t'as pas beaucoup de vie, pas beaucoup d'herbe, et t'as quasiment plus qu'à recommencer du début, et qu'au final, ça rajoute au stress, et c'est ça qui m'a un peu keblo. Je pense que c'est un jeu qu'il faudrait que je fasse avec une FAQ, histoire de me balader tranquille. Et puis la version GameCube, elle est quand même assez chaude parce que, tu sais, une fois que tu tues les zombies, ensuite ils reviennent transformés en, je sais plus comment ils s'appellent, des Crimson Heads ou un truc comme ça, et ils sont giga forts et ils peuvent te décapiter juste en te rattrapant. Donc elle était un peu tendax quand même, la version GameCube. Mais ce Resident Evil 2 remake me donne un peu envie, faut avouer. Même pas si, du tout. C'est vrai ? Pas du tout, parce que je déteste le jeu original, en fait. Ah, qu'est-ce que tu lui reproches ? Bah écoute, c'est Parce un qu'il jeu est assez en- populaire le deuxième quand même. Ouais, mais je sais que je vais à contre-courant, mais en fait, le problème, c'était que c'est un jeu en 2 CD qui t'obligeait à faire 2 fois le même jeu, en fait. Et quand je dis 2 fois le même jeu, c'est que tu faisais 2 fois les mêmes épreuves. Genre, t'as un joyau, t'as la tête du tigre, chacun met le même joyau dans le même œil du tigre, et il faisait les mêmes actions, alors que ça aurait pu être vraiment plus intelligemment écrit. En même temps, c'est un jeu qui a une gestation assez compliquée, c'est un jeu qui a été annulé en cours de route pour être complètement refait à partir de rien. L'ambiance est chouette, il y avait plein de bonnes idées, mais alors, je déteste l'exécution. C'est un jeu, à chaque fois que j'arrivais à la fin, et ça se déroule dans un tunnel, si je me souviens, ou un train, la fin, c'est abominable et j'en pouvais plus à chaque fois. Donc, c'est un jeu que j'aimais pas à la base, le refaire au goût du jour, il faudrait qu'il l'ait complètement repensé. Je pense pas qu'ils aient, ni en ce moment, Capcom, ils ont pas les talents pour faire ça, quoi. Les gens originaux qui ont imaginé le jeu, ils sont plus là. Les gens qui ont imaginé Resident 4, ils sont plus là. Donc je pense qu'il y aura pas de miracle là-dessus. Mais est-ce que le fait de devoir refaire 2 fois le même jeu, c'est pas un truc qu'on leur va aussi reprocher pour Devil May Cry 4 ? Ça te dit rien, ça ? Bah écoute, le 4, c'est celui qui est moins bien. Donc voilà, tout est dit. Moi, je sais pas, Devil May Cry, j'ai fait que le 1, donc je bah, rattrape mon retard doucement. J'ai les autres, faut que je les fasse. Alors, je peux complétiste que tu es, tu peux le faire le 1 et ensuite tu passes au 3 direct. C'est ce que tout le monde m'a dit. Mais j'ai le 2, faudrait que je le fasse. Non, le quand 2, même. il est vraiment naze. Tout le monde me dit qu'il est nul à Yesh, ouais, je sais. Bref. Alors, donc C'est du bien, coup, pour c'est toi, E3 commenté, c'est le 3 de En plus, Quicks commenté par moi. bah, c'est vraiment une sélection, parce qu'on va pas, si on devrait traiter de tous les jeux qui ont été présentés, on s'en Non, mais sortirait vas-y, pas. fais-toi plaisir. C'est ton bonus en plein épisode. Alors là, je sais qu'on va pas être d'accord, mais moi, un de mes worst of, ça a été la présentation interminable de Smash Bros,
que j'ai trouvé mais nul. Alors la présentation, hein, le jeu lui-même, j'en sais rien. Moi, je suis pas client de Smash, je me suis jamais amusé sur Smash, donc je n'aime pas Smash Bros. Je sais que toi, tu aimes bien. Mais putain, mais cette présentation de l'enfer, enfin, qu'est-ce qu'il aura pris de faire 20 minutes à détailler tous les persos? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette idée, quoi? Bah, tu me demandes à moi? Oui, Je vas-y, pense je te demande à qu'il toi. il y a une partie de Nintendo qui sans doute voulait vendre le projet comme si c'était un nouveau jeu et de créer de l'enthousiasme. Et je crois que si t'es fan de Smash Bros, genre un vrai hardcore, là, elle durait 20... Je crois que la présentation, elle dure 25 minutes. Je l'ai vue 2 fois, hein, je peux te dire, donc je suis au taquet de ce qu'il y avait. Et c'est imbitable parce que c'est des genres de petites différences du genre, regardez, il y a un nouveau costume pour Mario. Mais voilà, Il y a, c'est il y a des une trucs pour experts, en fait. il y a qui des vont voix présenter. alternatives pour Ike de Fire Emblem. Enfin, pas une voix alternative, mais ils lui ont donné sa vraie voix. Et donc, écoutez les différences entre les voix. Et regardez, il y a aussi les expressions faciales de Donkey Kong qui ont changé. Il y a plein de micro-détails. Et alors, à la fois, je trouve ça débile parce que tu perds complètement tout le public Smash. Enfin, qui n'est pas Smash, c'est-à-dire toi et les autres. Vous voyez ça et vous voyez 25 minutes de tunnel Smash Bros. Et vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Parce que t'en as rien à foutre qu'il y ait 2 personnages supplémentaires dans la furie de Rockman, de Megaman. Mais en même temps, je trouve ça assez touchant qu'une société qui est au top du jeu, c'est-à-dire ils ont la console qui a le vent en poupe, qui se vend vraiment bien, les jeux ils se vendent à millions, et là ils se disent bon bah on va faire 25 minutes ultra techniques sur la nouvelle garde, la nouvelle protection dans Smash Bros. Je trouve ça assez touchant en fait qu'une société puisse se le permettre et qu'elle le fasse finalement. Parce que c'était l'occasion que jamais. Après, moi, il y a des trucs qui me déçoivent. J'aurais adoré voir un nouveau jeu, mais en fait, bon, finalement, ils font un Royal Rumble de tout ce qui existe. Et le fait de savoir qu'il y aura Daisy jouable version Super Mario World, ça me fait pas grimper au plafond. Mais j'ai quand même bon espoir que d'ici maintenant, entre maintenant et à sa sortie en décembre, il y a plein d'annonces, genre par exemple qu'ils annoncent un mode story, qu'ils annoncent de nouveaux persos chouettes. Et pas juste du troll. Parce qu'à ce niveau-là, je suis partagé entre le génie et le troll, quoi. Et voilà. Moi, si tu veux, je me suis même demandé pendant la présentation si même les experts, ils en avaient quelque chose à foutre de ce qu'ils étaient en train de voir, parce que ça m'a donné l'impression de je regarder l'ai une revu 2 patch. fois, hein. Mais moi, ça m'a donné l'impression de regarder une patch note de Street Fighter, en fait. Genre, on a fait un petit update, on est passé à la version 1.72. Alors maintenant, tel coup de Zangief, il démarre en 3 frames au lieu de démarrer en 2. Je veux dire, ouais, ok, super. Quand t'es spécialiste du jeu, ça peut peut-être t'intéresser, mais sur une vidéo de 25 minutes, franchement, moi, j'ai vraiment. Enfin, je sais pas, ils m'ont perdu direct. Au bout de 5 Moi, minutes, j'en pouvais déjà plus. Oui, je sais, mais moi, je n'en pouvais plus non plus, mais je trouve ça assez intéressant qu'une société le fasse et que Nintendo le fasse, et personne n'aurait pu faire ça, à part eux. Eh bien, écoute. Ça n'empêchera pas que le jeu sera génial, hein. Bah, il le sera certainement C'est pour la les, forme pour les finale amateurs de- du genre, oui. C'est la forme finale d'un jeu qui est vraiment, 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 vraiment génial. Dans les choses que j'attendais plus et qui finalement me font un peu envie, eh ben, le Spider-Man PS4, j'avoue que la présentation de l'année dernière où il y avait, c'était un festival de QTE, ça m'avait complètement dégoûté du jeu. Et ce qu'on en a vu là, avec une approche très Batman Arkham, des bastons, mais encore plus fluide, encore plus dynamique, je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose derrière ce jeu. Et alors, d'après certaines personnes qui y ont touché, bah, en fait, c'est vachement cool. Donc, moi, je me dis que j'ai peut-être de nouveau de l'espoir dans ce jeu Spider-Man PS4, qui bah, non seulement est quand même plutôt joli, faut dire ce qu'il est, mais a l'air plutôt agréable à jouer. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui es un grand fan de Spider-Man devant l'éternel? Je suis intéressé. Je joue à peu près à tous les jeux Spider-Man. Je les ai à peu près tous faits, Ah la plus vache. ou moins après. Ah, et c'est tendu quand même, parce qu'il y en a eu des pas bien, hein. Il y en a eu des catastrophiques. Il y a eu les versions Game Boy. Il y en a eu plein de différents. Putain, le Mais premier c- sur Game Boy, j'y ai joué. Oh là là. Il est hardcore, hein. Oh là Et là. en même temps, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, la technique te permet de faire quand même pas mal de choses, notamment la représentation en 3D. J'ai joué à Attack on Titan il n'y a pas si longtemps et je me suis dit, à chaque fois que je vois un grappin utilisé de manière dynamique, je dis, putain, ça ferait bien dans un Spider-Man. Je regarderai avec curiosité. Et puis Ok. j'aime bien l'écriture, ça a l'air assez conforme. Avec Spider-Man, tu sais, il n'y a pas de surprise. C'est pas genre Batman, on a fait n'importe quoi à la fin. En général, il n'y a pas de surprise. Tu retombes sur tes pieds. Très bien.
Et pour finir avec un dernier worst, je pense qu'on va être d'accord que le Gears of War Funko Pop, qu'est-ce que c'est que cette abomination? Honnêtement, T'es méchant j'espère avec encore... une exclusivité Microsoft. avec une exclusivité Microsoft. J'espère encore que c'était une mauvaise blague, sans déconner, et que c'est pas un vrai jeu et qu'ils vont pas vraiment le commercialiser, que c'était genre ah regardez notre futur Gears et qu'ils ont juste mis ça pour faire peur à tout le monde avant de montrer Non, le je vrai crois que Gears c'est 5. vrai. Non, mais je crois que c'est un vrai jeu. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Enfin, je veux dire, comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée? À quel moment Et même moi, qui ai quelques Funko Pop, je l'avoue, j'ai Donald et j'ai un Godzilla qu'on m'a offert, mais je peux pas. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde, sans déconner? C'était vraiment, c'est le new low d'une conférence Microsoft qui pourtant était pas trop mal. Il faut quand même l'avouer, la conférence Microsoft cette année, ils ont balancé du jeu. Alors il y a rien d'exclusif parce que tout sortira sur PC, mais globalement, elle était quand même plutôt solide, la conférence Microsoft. Alors, ce truc-là, c'était vraiment... Bah alors, elle est solide parce qu'il y avait tous les l'erreur. jeux, il y avait tous les jeux qui étaient attirants ailleurs, quoi. Bah oui, et puis il y a... Tous les jeux il y a- qu'on aura partout, quoi. Voilà, il y a tous les jeux Microsoft qu'on aura sur PC. Donc, ça Voilà. fait plutôt envie de se dire que j'aurai tout ça sur PC dans quelques mois. Mais sinon, ouais, Gears Pop, c'était vraiment... oh là là, quelle abomination. Si tu me permets de rajouter quelque chose, Mais je t'en prie. moi j'ai qu'une seule envie, c'est Sekiro. Sekiro, je trouve que le titre est nul. Ils auraient pu l'appeler Tenchu, mais en fait, à l'origine, normalement, le jeu était basé sur un Tenchu. C'est le nouveau jeu de Miyazaki. Miyazaki, donc, c'est le génie derrière Dark Souls et Bloodborne. Il réalise pas souvent des jeux, et là, c'est une vraie réalisation. Il le réalise pour le compte d'Activision. Et voilà, c'est le nouveau From Software. Et ils Mais ont justement, l'air de partir dans des directions très intéressantes, quoi. La licence Tenchu appartient à Activision, non? Ouais, et normalement, ils étaient partis avec l'idée de Donc, faire c'est un pour Tenchu, et ça a changé en cours de route. Et surtout Et- qu'en plus, quand on a vu les vidéos, tout le monde disait Tenchu, Tenchu, Tenchu. Et en fait, ah bah non, c'est Sekiro. Et il y a des gimmicks très particuliers qui sont pas des gimmicks de ninja. Et en fait, si tu fais un Tenchu, il faut faire un jeu de ninja, donc d'infiltration. C'est pas du tout une mécanique d'infiltration, mais par contre, on me vend du rêve. Il n'y a pas de barre de vie, il n'y a pas de grind, il n'y a pas de niveau à passer. C'était un monde ouvert dans lequel tu es un être fini. Voilà, tu n'as pas de progression magique. Tu peux équiper toutes les armes. C'est le jeu que j'attends le plus. Tout court maintenant, je crois. Je crois que c'est vraiment le jeu qui me fait le plus envie. On m'a fait beaucoup de promesses. Et le truc, c'est que en même temps, c'est que sur PlayStation 4, Sony a montré Ghost of Tsushima, Tout à fait. qui est vachement beau, mais alors qui est zéro intéressant. Ça a l'air d'être le jeu d'action. C'est réalisé par Sucker Punch. Et voilà, ils font des jeux d'action et ça va être un jeu d'action. Mais Sekiro, ça a l'air de me vendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va dans des directions qui n'ont pas été explorées. Et c'est ça qui m'intéresse dans un jeu, c'est d'être surpris. Et là, j'ai l'impression que je vais en prendre plein la gueule. Donc voilà, je suis très impatient de voir Sekiro. Et voilà, Très bien. ça. J'ai l'impression de faire mon Gaijin Dash déjà un peu avant. Non, mais, J'étais comme toi, j'étais un peu perplexe devant la présentation Nintendo, qui m'a vendu un super jeu de robot avec un montage pip pam poum, tu comprends rien à ce Ouais. qui se passe. Ce qui est con parce que en fait, quand tu vois le jeu tourner, ils ont montré le jeu après. En fait, c'est beaucoup plus clair. Et après, on t'annonce ça et puis derrière, il y avait pas grand chose, bizarrement pas grand chose à faire Nintendo. Il y a un Fire Emblem, mais un Fire Emblem qui a l'air un peu différent, avec des troupes, mais en même temps, t'as l'impression que ça n'a aucune espèce d'importance. mais moi, Fire Emblem, j'ai l'impression qu'il en sort un tous les ans, donc c'est un peu le problème. Mais il en sort presque un tous les ans. Maintenant, c'est quelque chose qui... Ils ont une boîte qui fait que les Fire Emblem, et voilà. Ouais. Mais j'aime bien Fire Emblem. En général, c'est toujours un bon fixe tactics pour moi, et je trouve qu'il n'y a plus beaucoup de jeux tactics. C'est marrant parce qu'avant, les tactics, il y en avait c'était très facile à faire. Et on en faisait des plâtrés, et maintenant on n'en fait plus tant que ça. Donc voilà, ça me fait plaisir d'avoir quand même un Fire Emblem. Et le reste, c'était quand même très très entendu. Voilà. Et je crois que Sekiro, j'en ai parlé. Voilà, Sekiro. Voilà. Ce titre est nul, quoi. Mais bon, à part ça, tout va bien. Bah, on peut parler d'un truc avec un titre nul aussi, Jurassic World Fallen Kingdom. Tout de Let's suite. do this. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oyez, sa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé.
After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations et on va pas du tout faire des recommandations puisqu'on va parler du dernier Jurassic World. Vas-y, Quix, qu'est-ce que t'en as pensé? Lance-toi. Alors, j'en ai pensé, comme je disais au début, que c'était mieux que le premier, mais qu'en même temps, c'était pas dur et qu'on partait de loin. Je pense que le film bénéficie grandement d'avoir un vrai réalisateur derrière la caméra, mais que malheureusement, il a toujours le même tâcheron à l'écriture du scénario et que en fait, j'avais exprimé dans un épisode précédent que si le film c'était le Pic de Dante avec des dinosaures, et ben que ça pourrait me convenir. Et j'y ai cru, hein. Pendant 20 minutes, je trouvais ça cool. Et le problème, c'est que tout ce qui se passe après avoir quitté l'île, eh ben ça ne m'intéressait déjà plus du tout. Et que ça vire au guignol en fait. Et pour une raison très très précise que je détaillerai par la suite, vas-y, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Je suis d'accord avec toi. C'est mieux réalisé. Je trouve ça moins. C'est un film qui m'horripile moins que le précédent. Ouais. Et c'est très bizarre parce que le précédent, je veux juste rentrer juste un petit peu dans l'analyse. Le précédent, comme on le disait dans l'intro, c'est un film qui a quand même réalisé 1,6 milliard de dollars. Et alors, ils en étaient très contents de faire autant d'argent, mais en même temps, ils étaient très conscients d'avoir fait un mauvais film. Je pense qu'ils le savaient. Et Ah, tu penses qu'il le savait, toi? je pense que quand tu Mais vois ils le Mais ils ont précédent quand même film, laissé Colin Trevorrow écrire le 2 et le 3, quoi. Enfin, je veux Ouais, dire, s'il le mais savait. ils l'ont écrit à la manière, comme quand tu mets Zack Snyder et tu lui dis, bon bah écoute, ce qui allait pas dans Man of Steel, c'était que Metropolis était détruite et que personne ne fait rien pour les civils. Donc dans le suivant, Batman v Superman, tu vas bien dire que ils ont bien fait des choses pour le suivant, ils ont bien sauvé les civils. Voilà, ils vont bien le préciser, genre avec un stabilo. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dès que tu as une suite, ils prennent la liste des doléances, la liste de ce que les gens n'ont pas aimé, et ils en prennent bonne note quand ils écrivent le scénario. Et tu regardes le personnage joué par... c'est lequel de Chris? C'est Pratt, voilà. Chris Pratt. Je suis perdu dans les Chris. Donc il prête Chris Pratt, il était trop pas sympathique, il était arrogant et tout, et du coup, ils ont un peu baissé cette arrogance et ils lui ont donné un personnage qui est beaucoup plus proche de Star-Lord en fait. C'est-à-dire C'est vrai, il fait des il est vannes. plus sympa dans celui-là. Il est plus Mais même, sympa. La fille, Même Bryce Dallas Howard est plus sympa que dans le premier, hein. alors c'est plus que plus sympa. Dans le premier, elle commence en étant la méchante du film. C'était un c'est robot la dans le méchante. premier, la meuf. C'est la méchante, c'est elle qui ordonne tout, c'est elle qui elle est témoin de ce tyrannosaure. Alors, l'Indominus Rex. L'Indominus Rex, enfin merci, expert en mutant, en dinosaure mutant. Ah, mais t'inquiète pas, c'est ma principale doléance en fait. Mais vas-y, termine. Du coup, cette meuf est super experte en dinosaure méchant. Et c'est la méchante, et puis elle a vaguement un arc de rédemption, et tout d'un coup, elle devient la gentille par je ne sais quel miracle. Et donc, du coup, dans celui-là, elle commence dans une putain d'association humanitaire, quoi. Elle a vraiment un arc de vie vraiment assez incroyable, et donc, du coup, tu sens qu'ils se sont dit, il faut qu'on la rende plus sympa, parce que sinon, les gens ne pourront pas s'identifier dans cette fille qui court en talons dans la jungle. D'ailleurs, ils lui ont retiré les talons. Tu remarqueras que la première scène où elle apparaît dans le film, ça commence par ses pieds. J'ai l'impression qu'il y a plan sur ses pieds, oui. J'ai l'impression que c'est vraiment ils ont essayé de faire un statement là-dessus. C'est regardez, elle n'a plus de talons. Ouais, non, elle commence avec des talons et puis ensuite au fur et à mesure elle prend des boots. Non, mais t'as complètement raison. Il y a eu un gros travail pour humaniser son personnage et pour rendre plus sympa le personnage de Chris Pratt. Les personnages secondaires, ils ont mis des personnages vraiment ultra typés. La nana qui a un grand cœur et qui est veto. Le hacker, et le problème, c'est... il y a plein de problèmes dans ce film, c'est que même si tu humanises tant que possible ton film, que tu essaies de le rendre plus sympathique, si tous les instants de ton film sont attendus, je suis pas non plus un devin, mais tu vois exactement chaque séquence arriver, mais tu vois exactement quel est le problème. Et du coup, je rentre pas dans le film, je rentre pas, et à partir du moment où le volcan s'arrête et que tout d'un coup on passe dans la maison fantôme, les frayeurs de la maison fantôme avec les gentils contre les méchants, le film m'a complètement perdu. Alors, je pense que jusqu'ici on ne spoilait pas, on va peut-être spoiler un petit peu, pas encore on tout peut de suite. spoiler, il est sorti depuis 2 semaines en France. C'est vrai, bon.
Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il n'y a aucune surprise parce qu'en fait, tu devines tout ce qui va se passer. Il y a des personnages, tu les vois et immédiatement tu dis ok, lui ça va être un traître. Les méchants sont très méchants, les gentils lui sont ça va être très un très enfoiré. gentils. Voilà. Et ça, c'est complètement énervant. Au chapitre des trucs énervants, il y a vraiment un truc que je ne veux plus voir, mais plus voir du tout. C'est le T-Rex qui apparaît sans crier gare pour sauver la situation alors qu'il était super silencieux jusqu'ici que personne l'a entendu venir. Enfin, je veux dire, c'était déjà le Deus Ex Machina du premier Jurassic Park. C'est là, iconique de Jurassic Park. Non, mais là, ils le font pas une fois, 2 fois, ils le font 3 fois. 3 fois, oui, je me souviens. 3 fois dans ce film. Et faut arrêter, quoi. Comme je l'ai dit sur Twitter, c'est le Tyrannosaurus Rex Machina. Il y a un moment, il faut arrêter. Là, ça fait 3 fois. Ça suffit, c'est bon. On l'a vu, on n'a plus envie de le voir. Le T-Rex, normalement, quand il arrive, tu l'entends. C'était quand même un peu tout le principe de rien que c'est pas. Ça fait des vibrations dans le sol, tellement il est lourd, le coco. C'est impossible qu'il s'approche de toi sans que tu t'en rendes compte. Donc, ça, c'était vraiment débile. Et moi, mon principal problème, et c'était déjà un énorme problème avec le premier film, mais qu'est-ce que c'est que cette manie d'inventer des nouveaux dinosaures? Putain, sans déconner, l'Indominus Rex, c'était déjà le truc le plus débile du premier film. Et là, ils se sont dit, on va recommencer, on va en faire un autre qui est encore pire. Et qui devient une machine meurtrière. Ah, mais c'est pire que ça. Pour moi, c'est encore pire que ça. C'est que c'est plus un serial dinosaure, killer. c'est plus un animal, c'est Freddy Krueger, en fait, la bestiole. Si tu veux, c'est plus un animal, c'est que ça devient un tueur sadique qui cherche à tout prix à tuer la gamine. Et pourquoi elle, on sait pas. Alors que normalement, le premier réflexe d'un animal, ça devrait être, il s'enfuit, il se barre, et puis il tue des gens sur son passage s'il veut. Mais là, non, il les pourchasse dans le manoir. Je veux dire, il a aucune putain de raison de le faire. C'est une putain de bestiole. Et c'est d'une stupidité sans nom d'avoir fait de cette bestiole une créature, une machine à tuer, mais sadique. Ça devient un serial killer. C'est complètement stupide. Et franchement, comment tu veux rester dans le film à partir du moment où tes animaux, en fait, ils réagissent plus comme des animaux au final. Alors je veux bien qu'on vienne te dire, oui, il est devenu intelligent comme un raptor. Non, mais c'est pas pour ça que ça devient un tueur froid et calculateur qui a une cible et qui va pas abandonner jusqu'à ce qu'il la tue. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de sens, quoi. Mais il y a un sens pour Jurassic World, c'est que c'est ce qu'ils expliquaient dans le précédent, c'est que les gens ont perdu leur intérêt pour les dinosaures, donc ils ont trouvé des milliards de moyens pour essayer de mettre un peu d'adrénaline chez les gens, ou alors d'en faire des armes. Mais le problème essentiel, c'est que dans les premiers Jurassic Park, surtout le premier, en fait, ils étaient traités comme des animaux. Il y avait toujours ce moment où, tu vois, ils veulent pas les tuer, en fait, dans Jurassic Park, le premier. Ils veulent les sauver, en fait. Ça a toujours été la thématique. Ils sont traités comme des animaux. Sauf que là, tout d'un coup, tu as ces nouveaux personnages. Donc, dans le précédent, l'Indominus Rex, et dans celui-là... L'Indoraptor. L'Indoraptor, merci. C'est des monstres. Ils sont pas traités comme des animaux, mais comme des monstres. Ils deviennent des némésis. Et t'es satisfait quand ils meurent de manière complètement stupide. C'est ça. Je trouve que c'est très contradictoire en plus avec la première partie qui se déroule sur l'île, où t'as l'impression que vraiment les pauvres animaux et tout d'un coup ça devient la chasse à la bête sauvage, quoi. Mais c'est ça, parce que toute la première partie sur l'île, on essaye de sauver les animaux, y compris le T-Rex, y compris les raptors, même si c'est des animaux, c'est des prédateurs, c'est des carnassiers, c'est des bestioles qui, si elles te croisent, t'as intérêt de bien savoir te planquer ou de courir vite. Mais c'est pas des tueurs sanguinaires, enfin je veux dire, c'est pas des animaux sadiques. Alors que là, l'Indoraptor, c'est un tueur sadique, c'est Freddy Krueger. C'est vraiment l'impression que j'ai eu en regardant le film, et là je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Enfin, c'est d'une stupidité sans nom. Surtout, en plus, c'est vraiment cette... le bestiau qui s'acharne sur la gamine alors qu'il reste des gardes dans la maison. Il aurait pu essayer de s'enfuir et au passage buter les gardes et buter le grand méchant là, le traître. Enfin, tu vois, il avait zéro raison de rester dans le manoir pour les tuer. Il aurait juste pu se barrer comme le font tous les autres animaux à la fin d'ailleurs. C'est ce que font tous les autres. Ils s'enfuient parce que ils cherchent la liberté tout simplement. Et là, le film a complètement perdu. Si tu veux, c'était un switch complet. Alors que ça aurait pu être tellement bien si ça s'était entièrement passé sur l'île avec la tension qui monte crescendo avec ce volcan qui explose. Enfin voilà. Et surtout, alors, il y a aussi un autre truc. Alors, je suis passionné de volcanologie, mais il n'y a pas besoin d'être un expert en volcan pour savoir que ils seraient tous morts, mais genre bien avant. Parce que l'émission de gaz et des cendres auraient tué tout le monde, genre. Non mais Chris bien Pratt avant, avec la lave qu'il frôle et lui qui est non ça va en fait. Non mais et finalement il court plus vite que la lave. Ouais. Et ça c'est absolument sidérant. Il y a
il y a aussi un détail, c'est que Jeff Goldblum, qu'est-ce qui se passe? Mais il sert à rien. Il est là Non, mais- pour te vendre le film dans le trailer, mais il ne sert à rien. C'est Il a, quelle sans déconner, il a joué quoi? Il a joué 2 heures, 3 heures à tout casser. Et Ouais, voilà. il est rentré, il a encaissé son chèque et il est reparti. En plus, il joue le Jeff Goldblum d'aujourd'hui, c'est-à-dire celui qui qui a sa persona de Thor Ragnarok en fait. C'est-à-dire un mec qui cabotine sur lui-même quoi. Et je l'aime bien en fait parce que je sais pas si tu sais à quel point j'adore le Independence Day 2 où il est vraiment. Oh là là, il est mais son personnage de Independence Day 2. Je sais pas qui c'est le pire entre lui et le président en fait dans Independence Day 2. Ah, mais dans Independence Day 2, faut pas oublier qu'il pilote un bus de le désert. Enfin, il est Mais ridicule. ils font un concours de cabotinage tous les deux en fait. J'ai l'impression que les deux acteurs se sont dit vas-y, c'est moi qui vais être le plus cabotin. Est-ce que j'aimerais bien que quelqu'un me fasse un montage cut de toutes les scènes de Jeff Goldblum dans Independence Day. Voilà, Independence Day 2 m'apporte plus de satisfaction que ce film. Mais tu sais que alors là c'est C'est dire là où on va quoi. petite anecdote Los Angeles. Jeff Goldblum joue du jazz dans un resto de Los Angeles tous les mercredis soirs. Il avait fait un petit break à une époque, mais je crois qu'il a repris. J'avais eu la chance d'y aller et en fait c'est un mec adorable, super abordable. Il vient te voir, il vient parler à toutes les tables, il tape et discuter avec les gens. Ensuite il joue la musique et à la toute fin il est super disponible pour prendre des photos. Et du coup je me dis si un jour j'y retourne, eh bien je lui poserai la question. Qu'est-ce qui s'est passé sur le tournage d'Independence Day 2, Jeff? Vas-y, raconte. J'aimerais bien savoir. Mais voilà, donc non, et on est parti pour en avoir plein en fait des Jurassic Park, Jurassic World, puisque s'ils continuent de cartonner comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent la machine à cash, et voilà. Et en fait, alors un des trucs sur lequel tu as complètement raison, ils ont pris les doléances des gens sur le premier et les ont gommés du 2. Par exemple, tout ce qui était placement produit, qui était mais insupportable dans le premier, à tous les plans il y avait un placement produit. Là, il n'y a plus rien. Ils ont vraiment, ils se sont dit bon ça n'a pas plu, non mais sans déconner. Donc du coup on le remet pas. Mais le premier avait aussi pour comme principal défaut d'être un remake évident du premier Jurassic Park, mais en complètement raté. Et là pour le 2, t'as l'impression qu'il y a une envie de remaker Le Monde Perdu avec l'idée des dinosaures dans la ville, mais que en fait on n'a pas eu le temps, donc ce sera pour le 3. Donc je sais pas vers où le film va, mais franchement, ça fait pas rêver quoi. Et vraiment, tu sens que Bayona, il a fait tout ce qu'il a pu, mais que le script, il était prisonnier d'un script merdique et que malheureusement, parce qu'il y a vraiment j'espère que c'est un film qu'il a fait pour avoir un autre film derrière. J'espère aussi que ça faisait partie d'un contrat pour que derrière il puisse avoir un peu les mains libres. Mais One en plus, for you, one for me. Mais il y a des plans, tu sens qu'il y a une envie de cinéma en plus. Dans certains plans, tu te dis ah là il y a quelque chose, mais malheureusement ça sert un propos qui est catastrophique. Enfin, je veux dire. J'ai bien aimé le personnage qui est joué par Daniela Pineda, donc l'infirmière, qui est assez rigolote, et je pense que elle aurait gagné à être mieux développée en fait. Ouais, et qui est un peu badass aussi, mais le problème c'est que les personnages parfois sont balancés, tu sais pas comment. Enfin, tu vois par exemple le personnage du hacker qui est insupportable et que tu as envie de voir crever à chaque fois qu'il apparaît à l'écran. Il y a un moment quand ils sont sur le bateau, hop, il se fait embarquer et puis là tout le monde est là genre oh là là mais qu'est-ce qui va lui arriver? Et en fait tu sais pas, il disparaît du film pendant 25 minutes et après hop il réapparaît dans un autre rôle. J'ai là genre mais qu'est-ce que c'est que cette écriture? Enfin c'est quoi ces personnages on va les mettre dans un coin et puis on les remettra dans le script quand on en aura besoin. Enfin tu vois c'est oh là là, l'écriture de Colin Trevorrow, ça va pas du tout quoi. Mais il est temps que ce type soit vraiment vu comme l'escroquerie qu'il est. Et Book of Henry, ça a quand même un petit peu calmé tout le monde. Et on rappelle qu'il s'est quand même fait virer d'un Star Wars, un Colin Trevorrow, possiblement suite à l'échec catastrophique de Book of Henry. Mais malheureusement, comme il a touché le pactole avec Jurassic World 1, il y a des chances que cette licence-là, il y reste attaché, vu qu'il est producteur exécutif en plus. Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Juste pour conclure, il y a un camarade et confrère et ami youtubeur qui s'appelle Mea qui a sorti une vidéo juste aujourd'hui, donc elle sera dispo depuis déjà un bout de temps, donc vous pouvez en profiter, où il analyse Jurassic Park de manière différente à papa qui de notoriété publique n'aime pas Jurassic Park, mais qui le décrit et l'analyse beaucoup par le prisme du méta, puisque c'était déjà un premier film méta, et tu parlais de produits dérivés. C'est un film qui est le produit dérivé de lui-même, en fait. Et tu parlais de placement produit. Le placement produit de Jurassic Park et de Jurassic World, il devient horrible quand c'est quelque chose d'externe à lui-même qui ne sert pas le propos du film. Quand c'est des goodies dérivés dans le film, c'est génial. C'est vraiment
Jurassic Park, voilà, présentait les jouets qu'il allait te vendre, en fait. C'est ça qui était balèze avec Jurassic Park 1. Que le public qui va à Jurassic Park, finalement, c'est une métaphore de toi. Donc voilà, je vous recommande de regarder cette vidéo de Meurt. On va la mettre en lien sur le site. That was wonderful. Bravo! I loved that. Oh, it was great! Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. It was Get terrible. him away! Hey, boo! Boo! After Eight, ce coup-ci c'est la bonne, est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Allez Benjamin, raconte-moi, qu'est-ce que tu me recommandes ? Eh bien, je te recommande un autre film qui est sorti aux USA il y a peu et qui sort en France dans quelques semaines. Il s'agit tout simplement de Incredibles 2, donc Les Indestructibles numéro 2, le dernier Pixar, le dernier Brad Bird pour Pixar, qui est donc, eh bien, une nouvelle fois, nous narre l'histoire de la famille, dont ça y est, j'ai déjà oublié leur nom de famille, c'est quoi, c'est Carr non, c'est quoi leur nom de famille ? Ah, je me sens con. Bon, bref, c'est la même famille que dans le 1, et le film reprend exactement là où le 1 s'arrêtait. Donc, si vous ne vous souvenez pas comment le film Indestructible 1 se termine, eh bien, il peut être utile de le revoir, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Mais en tout cas, Indestructible 2, il prend le parti, en fait, de focaliser un tout petit peu plus sur la femme. Donc, ça y est, j'ai aussi oublié son prénom, décidément, la vieillesse, ça va pas du tout. Hélène Parr. C'est Hélène, merci. C'est Et la Parr, famille Parr, donc c'est pas la famille Carr, comme, voilà. Voilà, comme Martin Parr, le photographe. Voilà, je savais que c'était en une syllabe, mais je sais pas pourquoi j'avais Carr en tête. Bon, bref, ne pas confondre avec Cars, qui est une autre série de Pixar. Et donc, l'histoire, le pitch, c'est que donc, les super-héros sont de nouveau un petit peu mal vus, pour des raisons que ça se produit au tout début du film. Mais heureusement, pour Hélène Parr, elle a un bienfaiteur qui est joué... je vais pas dire qui c'est en fait, comme ça sera la surprise. Si jamais vous ne le savez pas, vous reconnaîtrez peut-être sa voix. Et c'est donc un bienfaiteur, c'est un mécène un peu, c'est un type riche qui a fait fortune dans les télécommunications, je crois, qui lui a une haute estime des super-héros et qui décide en fait de la financer en secret. Donc c'est un peu Batman Incorporated si tu veux, sauf que c'est pas lui le super-héros, c'est Hélène qui agit pour son compte. Et pendant ce temps-là, son mari découvre les joies d'être homme au foyer et donc de s'occuper de ses enfants. Et il y a une longue partie du film qui en fait est uniquement là-dessus. Et c'est un grief, c'est quelque chose qui était reproché au film, de pas assez mettre en scène la famille, puisque ce sera réservé au dernier arc pour voir la famille tout entière interagir. Et donc, je te disais que j'avais revu le premier Indestructible avant d'aller voir celui-ci. Et ça m'a permis déjà de constater plusieurs choses. La première, c'est que d'un point de vue technique, le film a très très mal vieilli. Et je pense que c'est lié au fait que c'est le premier Pixar dont tous les personnages principaux étaient des êtres humains. Je pense que les premiers Toy Story, les premiers Monstres et compagnie vieillissent mieux, puisque ce sont des personnages imaginaires, ce sont des jouets, ce sont des monstres, alors que là, ce sont des personnages censés être humains, et ça se voit particulièrement sur les personnages secondaires, parce que autant les héros, eux, globalement, ça passe encore, autant les personnages qui sont un peu dans le décor, en second plan, eux, ça va plus du tout, ils ressemblent vraiment plus à rien, et c'est très dommage, parce que le reste du film a au contraire très bien vieilli, et moi je trouve même que le film s'est magnifié avec le temps. Je sais plus si j'avais déjà dit que Les Indestructibles 1 m'avait pas laissé un super souvenir, et je pense qu'à l'époque en fait, mais à l'époque je pense que j'étais peut-être pas dans les bonnes dispositions que je l'avais vu, peut-être que j'étais pas de bonne humeur, je ne sais pas, et après l'avoir revu, en fait je me suis rendu compte de toute l'intelligence du film, tout le talent d'écriture de Brad Bird, et surtout un truc qui est vraiment essentiel et extraordinaire, c'est toute la cohérence de cette équipe, de la complémentarité de leurs pouvoirs au moment où, quand ils sont obligés de tous faire équipe pour se défendre. C'est presque les 4 Fantastiques. Et ouais, oui, c'est de toute façon leur pouvoir. Globalement, t'as des trucs qui sont exactement les 4 Fantastiques. Mais moi, ce que j'ai trouvé vraiment très intelligent, c'est cette cohérence, cette complexité de faire en sorte que les pouvoirs soient complémentaires. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte que depuis, on a eu plein de films de super-héros. Il faut quand même se rappeler que le premier Incredibles, il a 14 ans. Enfin, c'était il y a 14 ans. Il est sorti en 2004. Arrête-moi si je me trompe. Quand est sorti le premier Iron Man ?
Le premier Iron Man, c'est 2006, 2007 C'est ça, c'est après. Et donc, que ce film est sorti à une époque où les films de super-héros n'avaient pas la cote, hein, que c'était l'époque où on se tapait les films des 4 Fantastiques de la Fox, que les meilleurs films de super-héros, ça devait être X-Men 2. Enfin, tu vois, à l'époque, Incredibles, il est sorti. On 2008, n'avait pas encore la. Ouais, ça doit être ça. 2008, ouais. Il est sorti à une époque où on n'avait pas encore la recette magique pour faire des films de super-héros. Et depuis, il y a eu Avengers, depuis, il y a eu JLA. Et qu'on se rend compte que faire des films avec une équipe qui fonctionne, c'est pas si facile que ça. Et que le premier Indestructible, il y arrivait vraiment très très bien. Donc du coup, j'ai revu à la hausse le premier Incredibles, malgré donc sa technique qui est complètement dépassée, surtout par rapport à Incredibles 2, où alors là, moi je me suis pris une claque, comme ça faisait longtemps que je m'en étais pas pris devant un film Pixar. Comme à chaque fois, ils ont encore monté en niveau. Techniquement, c'est incroyable. Il y a des passages où, franchement, j'étais sur le cul. Pixar, c'est toujours les maîtres du game. Hein. Ils dominent toujours le truc. Quoi que fasse la concurrence, elle aura toujours un train de retard sur Pixar. C'est super impressionnant. À noter toutefois, il y a plusieurs passages où il y a des effets stroboscopiques supra violents et qui durent en plus. Il y en a un, ça dure presque 30 secondes. Donc si vous êtes sujet à des crises d'épilepsie photosensible, eh bien, je pense qu'il faudrait peut-être attendre que le film sorte en DVD pour que vous puissiez le regarder dans une pièce bien éclairée. Parce qu'au cinéma, il y a moyen que ça fasse très très mal. Et d'ailleurs, ça a été signalé, et depuis, certains cinémas qui ont un affichage qui le signalent. Parce que moi, je trouve ça assez maboule que Disney n'y ait pas pensé au moment de la sortie du film. Mais toujours est-il que Incredibles 2, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et je le recommande chaudement. Après, vous attendez pas à tomber sur le cul. Il y a un twist, mais il est quand même assez prévisible. Aussi, à noter, c'est vachement moins violent que le 1. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dans le 1, les hommes de main du méchant, ils se faisaient un peu massacrer, quoi. Et même le méchant lui-même, il meurt d'une manière assez horrible. Du coup, ça me laissait penser quand même que le premier Incredibles, pour les enfants, c'était tendax. Il y avait beaucoup d'enfants dans ma séance. Ça reste un peu tendax parce qu'il y a quand même de la violence à l'écran, mine de rien. Mais il n'y a pas de mort du même calibre que dans le premier. Donc je pense que c'est plus adapté à un public jeune. Voilà, j'ai été très long, j'en suis désolé, mais je recommande chaudement Incredibles 2 quand il sortira chez vous. À toi, Daniel. Du coup, moi je vais faire une recommandation, comme on a l'habitude de faire souvent quand on voit un film un peu en décalé. J'ai vu A Quiet Place, un film qui s'appelle Sans un bruit en France, que tu avais recommandé à l'époque parce qu'il était sorti aux États-Unis. Tout à fait. Un film réalisé par John Krasinski, où il joue le rôle principal en compagnie de sa femme Emily Blunt. Voilà, son épouse à l'écran et à la ville. Et juste pour résumer, c'est dans un monde post-apocalyptique. Les survivants, ils vivent sous la menace d'extraterrestres ou de créatures qui sont très sensibles au son, c'est-à-dire le moindre son que l'on pourrait émettre ou dire, et tout d'un coup, les extraterrestres arrivent. C'est vraiment un film. Alors évidemment, c'est facile de tirer des lignes, voir des proximités avec le style de Shyamalan. Évidemment, on pense tous à Signs, puisque c'est un peu le même archétype de film d'ambiance et en même temps où il y a une résolution assez logique par rapport à ce qui arrive, et puis évidemment des éventuels plot holes ou des choses où on pourrait se dire c'est bizarre ce qu'ils font quand même. Et la résolution, tu la vois arriver de loin, mais c'est pas ça qui fait le film en fait. Non, effectivement, c'est pas ça qui fait le film. Moi, ce qui compte pour moi dans un film, c'est aussi le voyage émotionnel qu'il me provoque. Et là, tu vois une famille, et c'est un film qui est évidemment une métaphore sur faire grandir tes enfants dans un monde qui les déteste et dans un monde où ils n'ont aucune chance de survivre. Évidemment, je sais pas comment va la vie de John Krasinski, mais évidemment, ça doit lui évoquer des choses. Je suis pas père, mais évidemment, c'est un sujet assez fort. C'est un film sur l'angoisse, c'est un film sur comment tu peux faire pour protéger ceux que tu aimes et comment tu peux faire quand tu n'y arrives pas. Comment tu peux tout perdre aussi mais du jour au lendemain sur une connerie en fait. J'ai trouvé que c'était un film très intelligent parce que il justifie le fait que cette famille survit parce que il y a leur fille qui est sourde et muette, et donc du coup ils savent parler la langue des signes, et donc ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, mais surtout qu'ils arrivent à communiquer entre eux et que tout le monde se comprend
en sachant que c'est une évidence et ils n'ont pas besoin de le répéter ou de le signifier par le film. C'est un film assez intelligent parce qu'il te laisse comprendre beaucoup de choses par toi-même. Et je trouve aussi que c'est vraiment quelque chose de très important. La fille qui joue, donc la fille de la famille qui est sourde et muette, elle l'est vraiment dans la vie. Et ça se sent dans sa manière de jouer, ça se sent dans sa manière d'agir. Et il semblerait qu'elle ait écrit pas mal de post-it et de notes aux gens pour leur dire comment agiraient vraiment des gens qui sont sourds et muets et quelles seraient les scènes intelligentes à jouer pour mettre ça en valeur. Tout ceci étant dit, le pic de ce film, vraiment, c'est assez déchirant. C'est des moments émotionnels et c'est marrant parce qu'on n'a jamais vraiment les mêmes. J'ai parlé à d'autres gens qui ont adoré le film et c'est pas du tout le même pour chacun d'entre nous. Moi, j'ai adoré. Vraiment, il y a des vrais grands moments de cinoche comme j'en ai pas vu depuis très 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 longtemps. Je vous recommande chaudement. John Krasinski, je sais pas ce qu'il va faire après parce qu'après avoir fait un coup comme ça, tu sais, comme évidemment tout le monde pense à Get Out. Qu'est-ce que tu fais après avoir fait Get Out? Comment t'apposes ton cinéma? Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est aussi un film qui est produit par Michael Bay. Un mec qui est habitué à faire des films où ça fait brom paf et ça explose dans tous les sens. Et là, c'est un film où il y a vraiment pas beaucoup de bruit. Voilà, j'ai adoré ce film. Je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un film intelligent et beaucoup plus malin ce qu'on pourrait penser en fait. Parce que tu pourrais croire qu'avec un pitch comme ça, il allait se prendre les pieds dans le plancher au bout d'un moment. Mais tout à fait. Ouais. Et tu as tout à fait raison là-dessus, c'est ce que je voulais dire, et je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais c'est un film à high concept, mais c'est un film qui va au bout de son idée et qui le respecte jusqu'au bout en fait. C'est pas un film qui a un high concept et qui est arrivé aux trois quarts, bon bah finalement on va faire autre chose. Non, là tu vas vraiment jusqu'au bout de ton idée, le film tout entier tient sur ce principe de il faut pas faire de bruit. Et ouais, comme tu l'as dit, c'est plutôt malin, c'est un pur film d'ambiance. Dans la salle, personne larguait une caisse, hein. C'était vraiment super tendax. Il y a eu un moment, quelqu'un qui a fait du bruit en se servant son popcorn, il s'est arrêté de lui-même en se rendant compte qu'il faisait du boucan. Enfin, c'était vraiment... Enfin, je sais pas toi, mais nous, dans la salle, il y avait un silence, mais incroyable. Je crois que j'ai jamais vu une salle aussi tendue au cinoche. Ouais, et jusqu'à la dernière scène. Vraiment, c'est un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Allez le voir. Franchement, si vous n'allez pas voir ce film-là cette année, je comprends plus rien à ce qui se passe. Et qui vaut vraiment le coup d'être vu en salle, hein, pour vraiment partager ça en salle avec d'autres gens. Ouais, et allez le voir avant que ce soit la déferlante ou qu'on vous en parle. Il a commencé très modestement ses entrées en France, j'ai l'impression. C'est dommage, hein. C'était un succès surprise aux USA, il a vraiment bien marché aux USA. Non, attends, je regarde sa première entrée, il a fait presque 50 000 en première journée. Non, c'est pas si mal. Non, c'est pas Mais mal. voilà, allez-y, vraiment, c'est vraiment du très très bon cinoche et ouais, ça fait chaud au cœur, vraiment. Et je peux me permettre de faire une micro-recommandation, si tu me permets, puisque j'ai fait une re-reco. Vas-y, puis moi j'ai fait très long, donc vas-y. T'as fait long. Non, t'as fait ce qu'il faut. C'est un comics que j'aime bien en ce moment. Et c'est pas du tout un comics indépendant. C'est Peter Parker, The Spectacular Spider-Man. C'est vraiment chouette. C'est un des meilleurs comics Marvel en ce moment. C'est écrit par Chip Zdarsky, qui est assez connu puisqu'il a fait Sex Criminals. Donc c'est un mec qui est plutôt... il décide en plus sur Sex Criminals. Il est pas auteur. Ouais. Mais oui, il est dessinateur. Là, il est auteur. Et c'est un mec qui arrive à capter vraiment bien ce qu'est Spider-Man. Au moment où Amazing Spider-Man s'arrête, parce que Dan Slott arrête son run après plus de 10 ans passés à écrire Spider-Man, et il y a eu de vraiment bons moments, et son dernier numéro, qui est le numéro 801, il est bouleversant, parce qu'il a tout bouclé avant, et il s'est gardé un dernier numéro pour être un peu émotionnel. Et effectivement, c'était un numéro très très émouvant, dessiné par Marcos Martin. Quand ça sortira en français, je vous le recommande, et si vous pouvez pas attendre, prenez-le en VO, quoi. C'est juste un numéro. Mais donc, pour en revenir à Peter Parker Spectacular Spider-Man, il s'oriente surtout sur l'amitié, la confrontation et l'amitié entre Peter Parker et Jonah Jameson, qui est un personnage vraiment très très important dans cette histoire, pour une raison X que je raconterai pas ici. Spider-Man commence à devenir vraiment pote avec Jonah Jameson. Ils avaient des périodes de grands conflits, et là, ils sont vraiment amis. Ils se vannent quand même, hein, mais ils ont une raison de se respecter mutuellement. Et du coup, ça devient un peu
je dirais, c'est presque un team-up. C'est presque un comics team-up entre Spider-Man et Jonah Jameson. Et j'adore Jonah Jameson, c'est un de mes personnages préférés. Et c'est vraiment super bien. Voilà. Et Chip Zdarsky écrit en ce moment aussi un autre comics qui s'appelle Marvel 2-in-1. Et je sais pas si ça va continuer longtemps, mais c'est le comics où The Thing et la Torche Humaine se retrouvent. Ils sont sans Reed Richards et Sue Storm qui ont disparu. Ils sont apparemment morts. Et du coup, ils se retrouvent un peu, ils sont tous les deux déprimés et ils essayent de retrouver goût à la vie. Et donc, ils se disent, on va partir dans des aventures cosmiques. Et c'est vraiment très bien. Voilà, Marvel 2. Du coup, j'ai fait plein de recommandations comics là d'un coup. Très bien. Donc, je résume. Sur Peter Spectacular. Parker. Ouais, sur Spectacular Spider-Man, Chip Zdarsky, il écrit, mais est-ce qu'il dessine aussi? Non, alors il dessine D'accord. pas, mais par contre, au dessin, c'est con que je l'ai pas précisé, c'est Adam Kubert qui fait 70% des comics, donc c'est vraiment très très joli. Et quand c'est pas lui, c'est vraiment très très beau. Et en plus, il y a eu un annuel qui est sorti juste il y a quelques jours, où c'est Michael Allred qui dessine et Chris Bacalo aussi. Donc vraiment, c'est une série. Il y a vraiment de très 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 bons dessinateurs qui succèdent. C'est vraiment un vrai plaisir. Je pense que c'est mon comics Marvel préféré en ce moment. Je crois qu'on s'est tout dit. On arrête avec les recos. On va s'en garder pour la prochaine fois peut-être. Quelle famille quand même, les Kubert, sans déconner. Ah bah ça c'est le génie de père en fils. Même si le père est pour moi un des plus grands génies du comics quand même. Joe Kubert c'est un vrai dessinateur. Et surtout il y a un truc qui est particulier avec Joe Kubert par rapport à tous les autres dessinateurs de sa génération et même celle d'après. Je pense à John Byrne, même John Buscema à la rigueur. Joe Kubert, son trait il n'a jamais changé quoi. Il est toujours resté au top quoi qu'il arrive. Même si je retire rien à John Byrne ou Buscema. Mais vraiment, le dessin de Kubert, de Joe Kubert. Et puis bon, il a quand même fait 2 gamins qui sont quand même très très doués, c'est quand même pas mal. Bon, je crois qu'on s'est tout dit. On va passer à la phase finale. Et la phase finale, c'est tu nous dis où peut-on te retrouver, Benjamin François, alias Quicks. Alors, on peut me retrouver sur Twitter, KWYXZ, sur afterite.fr, sur les forums de Gamecult. Prochainement à Burbank, si jamais ça tente des gens. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis dans Parle à mon Luc, rappelons-le, Arthur les Mini-Mois, toujours dans les bacs. Et puis dans un futur podcast avec papa sur lequel on travaille, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est déjà pas mal. À toi, Daniel, où peut-on te retrouver? Je vais faire que l'actu. C'est Camille Robotics sur Twitter. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitch, twitch.tv/Camille Robotics, ou sur YouTube. Maintenant, où on peut te retrouver aussi accessoirement, puisque il y a une vidéo de toi et moi en train de jouer à Arthur et les Mini-Mois sur GBA, et ensuite on s'est enfariné Taxi 3 sur GBA aussi, puisque on est allé jusqu'au bout du délire. Donc voilà, c'est disponible sur youtube.com/CamilleRobotics. Et puis évidemment After Eight, Super Ciné Battle, MDR, dont c'est les derniers épisodes avant de partir en vacances, enfin du moins l'émission MDR part en vacances. Nous, After Eight, on continue, tant qu'on est là, on reste présent, et il en va de même pour Super Ciné Battle. Je voulais aussi remercier tous les gens qui étaient à Lille et qu'on était ravis de voir lors de notre dédicace à Lille pour le bouquin Super Ciné Battle. Je crois qu'on s'est vraiment tout dit. La phrase rituelle, c'est After Eight sur le site after8.fr. On est disponible sur Apple Podcasts ou sur toutes vos applis dédiées. N'hésitez pas à dropper des commentaires et des étoiles. Ça peut aider, puisque nous, c'est notre seule manière à part le bouche à oreille, c'est la seule manière qu'on a de se faire connaître. Mais c'est vrai que les 5 étoiles sur iTunes, ça fait un moment qu'on n'en a pas parlé, mais c'est ce qui nous permet d'être mis en avant et de toucher peut-être un nouveau public. Et surtout qu'il y a tout un océan de podcasts qui arrive, puisqu'il y a toute une vague de professionnalisation du podcast. Il y a plein de podcasts. Par exemple, il y a Cozy Corner aussi, de podcasts de discussion. Il y a notre ami Henri Michel aussi. Il y a plein de podcasts chouettes. Et nous, on n'a jamais accès aux gros médias. La seule chose qui peut nous faire connaître vraiment, c'est le bouche à oreille, c'est la micro-suggestion, c'est le name-dropping. C'est vraiment on est à ce niveau-là pour grossir. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le RP, c'est parce que comme ça, on n'a pas vraiment à s'en faire. Et c'est aussi pour ça que si vous faites du blablacar cet été et que vous conduisez, vous mettez After Eight sur l'autoradio, vous laissez pas le choix à vos passagers, et voilà.
Oh, ouais, t'imagines, Blablacar, Voilà. on va s'écouter l'épisode 44 et 45 de Super Ciné Battle. Et après, mais les gars, on va passer à Parle à mon Luc intégral. J'espère que vous êtes fan de la ligne verte parce que vous allez être servis. Allez, hop. Tiens, et tu sais quoi, ça a traumatisé les gens. Il y a des gens qui m'en parlent, ils m'en parlaient encore ce soir. Mais tu sais, alors je sais plus si je te l'ai déjà dit au dernier épisode, mais la ligne verte, en fait, quand j'ai écouté l'épisode, je me disais putain, il exagère, et je me rends compte que j'ai vraiment aucune envie de le revoir en fait. Bah, mais genre, c'est 3 heures, mon gars. Hein. C'est tellement ennuyeux en fait. Ah ouais, c'est horrible. Enfin, tu sais ce que j'en pense déjà. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir été là. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Bisous, bisous, salut. Ciao. En fait, revoir la ligne verte, j'en ai autant envie que de rejouer à Dark Souls. Oh non, faut pas déconner non plus. Moi, j'ai joué à Dark Souls avec grand plaisir. Par contre, c'est le même sentiment pour moi, quoi. C'est vraiment une corvée, quoi. Par contre, je peux te dire que pas pour beaucoup d'argent, je regarderai la ligne verte en live. Ça, je peux te dire que c'est impossible. Parle à mon Luc, la ligne verte. Attends, qui a réalisé la ligne verte déjà? C'est comment il s'appelle déjà? Attends, je le Google. The Green Mile. C'est le mec qui a fait c'est Franck Darabont. C'est Franck Darabont. Parle à mon Franck. Et c'est vrai que Ouais. Shawshank Redemption, c'est un film que j'avais bien aimé sur le coup et que maintenant je me dis mais putain, mais revoir ça, mais Ouais. j'en ai aucune envie, quoi. Tu sais quoi, si on faisait un truc humanitaire ou un truc avec une cause, avec de l'argent qui va à une association, je serais capable de le revoir. Mais comme ça de but en blanc, ça serait horrible, quoi. Et surtout pas tout seul, bien sûr. Mais attends, Je vous pourquoi entraînerai dans ma chute.